En 1981, 2 corps non identifiés sont retrouvés dans le comté de Harris, au Texas. Il s'agit d'un homme et d'une femme, et tous les deux ont été tués. Mais ce dont ne se doutent pas les enquêteurs, et qu'ils découvriront d'ailleurs bien des années plus tard, c'est que c'est là un couple, et qu'en réalité il y a une 3e personne de disparue. Leur bébé, de seulement 1 an. Alors où est ce bébé? Qui a tué ce couple? Et pourquoi? Découvrez une passionnante enquête, riche en rebondissements, qui a duré près d'un demi-siècle. Aujourd'hui, la triste histoire d'Holly Marie Klaus. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. L'histoire du jour commence à Houston, au Texas, le 12 janvier 1981 dans une zone marécageuse. C'est le jour qu'a choisi un habitant pour aller promener son chien. Et alors que le chien était en liberté et parcourait les environs, il est réapparu avec un bras humain dans la gueule. Des policiers sont appelés sur les lieux et effectivement, sur place, ils trouvent les restes humains de 2 corps situés à quelques mètres l'un de l'autre. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Et l'enquête s'annonce difficile, car en plus de n'avoir aucun papier d'identité sur eux, leurs corps sont dans un état de décomposition avancée. Cependant, le légiste estime que les 2 personnes sont soit des adolescents, soit de jeunes adultes. Et a priori, les 2 sont morts au même moment, entre 1 semaine et 2 mois avant la découverte de leur corps. Alors il est déjà arrivé qu'on retrouve des corps non loin les uns des autres, sans pour autant qu'il n'ait rien à voir. C'est ce que l'on peut appeler un triste concours de circonstances, mais dans le cas présent, il ne fait aucun doute pour les enquêteurs qu'il s'agit là de la même affaire. Et nul doute aussi pour le légiste que nous sommes en présence d'homicide. La femme a été ligotée et bâillonné avant d'être étranglé. Quant à l'homme, il a été battu à mort. Ce qui pousse les enquêteurs à penser que c'est probablement la femme qui a été tuée en premier, et que l'homme a sans doute été tué en essayant de la défendre. Et sachez pour la petite histoire que très souvent, et c'est assez triste à dire, mais c'est vrai, c'est l'état des dentitions qui permet d'en savoir plus dans les cas de Jane et John Doe. Ces corps non identifiés retrouvés aux 4 coins du pays. Eh bien, les soins dentaires étant extrêmement chers, on peut deviner, en fonction des travaux dentaires effectués, le niveau social probable des victimes, ce qui commence à apporter des indications sur qui ils sont. Et en l'occurrence, les travaux dentaires effectués par le passé sur ces 2 adolescents indiquent qu'ils ont tous les 2 des prothèses dentaires bien entretenues. Le rapport indique qu'ils ont, je cite, de belles dents. On pense donc que les 2 ne vivaient pas dans une grande précarité. Ils font probablement partie de la classe moyenne, voire peut-être aisée. En tout cas, rares sont les foyers désargentés capables de s'offrir des travaux dentaires de qualité. Au-delà de ça, difficile d'en savoir plus, si ce n'est qu'une serviette ensanglantée et 2 shorts de sport ont été retrouvés sur la scène de crime, et impossible en l'état de savoir si les 2 victimes ont été tuées sur place, ou bien si elles ont été tuées ailleurs avant d'être abandonnées dans cette zone marécageuse et isolée. Et chose plus perturbante encore, les policiers, malgré les jours qui passent, n'arrivent toujours pas à identifier les victimes. Par chance, alors même que les 2 corps sont à la limite de la squelettisation, leurs visages sont restés relativement épargnés. Ils sont donc suffisamment reconnaissables pour effectuer des portraits robots. Et comme on ne connaît pas, donc, leurs identités, ils seront surnommés les Harris County Doe. Ils rejoignent alors la longue liste des Jane et John Doe qui attendent, encore à ce jour, pour certains, qu'on ne les identifie. Et parfois même qu'on identifie les auteurs. Les portraits robots des Harris County Doe sont alors diffusés par voie de presse et il y est précisé que la femme mesure 1,64 m, quant à l'homme, il mesure 1,76 m. Mais malheureusement, ça ne va rien donner, personne ne semble reconnaître ni cet homme ni cette femme. Et il n'y a aucune personne portée disparue pouvant leur correspondre. Il y a pourtant des proches qui sont sans nouvelles d'eux et qui sont quelque part
à les rechercher. Alors pourquoi ne se manifestent-ils pas? Eh bien, cela fait penser aux enquêteurs que les deux ne sont probablement pas de la région. Ils viennent sans doute d'ailleurs, et c'est pour ça que personne ne les reconnaît ici au Texas. On tente alors de diffuser les portraits robots à l'échelle nationale et non plus régionale, mais pareil, ça ne donne rien. Les Roméo et Juliette, comme ils sont surnommés, vont finalement être enterrés côte à côte dans le comté de Harris. Et face au peu d'éléments qu'ils ont en leur possession, progressivement, les enquêteurs vont délaisser cette affaire. Elle devient donc un cold case et personne ne se doute encore qu'il va falloir attendre 41 ans avant de pouvoir identifier les Harris County Doe. En tout cas, à l'occasion d'un bien triste anniversaire, le dossier sera ressorti, ce sera à la date anniversaire de la découverte des corps. Cela fait à l'époque 30 ans déjà que les corps avaient été retrouvés, nous sommes alors en 2011. On ressort le vieux dossier poussiéreux, des enquêteurs se replongent dans cette vieille affaire. Avec les avancées de la science, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette affaire, se disent les enquêteurs. Alors décision est prise de déterrer les corps pour en extraire leur ADN. Et c'est grâce à une subvention du National Institute of Justice que les enquêteurs ont pu réunir les fonds pour les exhumations. C'est une procédure très coûteuse, sans parler du coût des analyses derrière. Une chance pour les Harris County Doe qui ont été choisis avec d'autres victimes non identifiées dans le cadre de cette subvention. Puis ce sera la société de podcast True Crime AudioChuck qui prendra en charge d'autres frais d'enquête un peu plus tard. À ce stade, alors qu'il n'était pas exclu que les deux soient génétiquement liés, on découvrira que ce n'est pas le cas. Et puis on va comparer leur ADN à tout ce qu'il y a de comparable, mais malheureusement ça ne donne rien ni pour l'homme ni pour la femme. L'affaire est donc remise en stand-by. Et ça va durer 10 ans. Il va falloir attendre 2020, soit 9 ans, pour qu'enfin cette affaire connaisse une avancée drastique. L'affaire est alors confiée au GED Match. Ce sont deux généalogistes qui s'attellent à la tâche, la généalogiste Misty Gillis qui est en charge de la victime masculine, et c'est Alison Peacock qui est en charge de la victime féminine. Et vous connaissez le procédé, on va comparer les ADN avec ceux présents dans des bases de données commerciales type Ancestry. Quand monsieur et madame tout le monde sont désireux de connaître leurs origines, eh bien ils font des tests ADN et leurs informations génétiques sont conservées dans une base de données. Et c'est Misty Gillis qui, la première, va commencer à flairer une piste. Elle trouve des concordances ADN entre le John Doe et plusieurs membres d'une même famille originaire du Kentucky, la famille Klaus. Misty réussit à contacter l'un des membres de cette famille, une certaine Debbie Brooks, à qui elle demande si elle n'aurait pas à tout hasard un parent disparu dans les années 80. Et cette Debbie n'en revient pas. Et comment que quelqu'un a disparu dans sa famille? Son frère a disparu. Elle est sans nouvelles de lui depuis bientôt 4 décennies. Et tout coïncide, l'âge de la personne, ce à quoi elle ressemble. Et une rapide comparaison ADN va permettre effectivement d'enfin donner un nom et un visage à cette victime. Il s'appelle en réalité Harold Dean Klaus. Et il avait seulement 21 ans au moment de son décès. Et il ne faudra pas longtemps pour identifier la deuxième victime, qui n'est autre que sa jeune épouse, Tina, âgée de 18 ans au moment de sa mort. Voilà, on connaît désormais les identités des Harris County Doe, les familles sont abasourdies d'apprendre leur mort comme ça, mais Debbie, la maman d'Harold Dean, alors âgée de 80 ans, expliquera avoir certes été très triste, mais aussi heureuse, d'une certaine manière, heureuse d'enfin savoir ce qui est arrivé à son fils. C'est ça qui lui a permis d'enfin pouvoir commencer un processus de deuil, de clore un douloureux chapitre de sa vie qui restait ouvert, comme l'est une plaie béante qui n'arrive pas à cicatriser. Donc d'une certaine manière, Debbie est soulagée. Alors Debbie demande dans la foulée à Misty ce qu'il en est du bébé. Et abasourdie, Misty Gillis lui a répondu « Mais quel bébé ?» Et elle va donc apprendre une nouvelle incroyable. Il n'y a donc, comme je vous le disais en introduction, pas que ce couple qui a été porté disparu. Leur bébé aussi. En effet, personne ne le savait à ce moment-là, mais les Harris County Doe
étaient parents d'un bébé de 1 an au moment de leur mort. Un bébé qu'ils adoraient et qui n'a jamais été retrouvé, la petite Holly. Et donc voici l'histoire de cette petite famille. Harold Dean, alors je vous fais tout de suite une précision, tantôt je dirais Harold, tantôt je dirais Dean, mais l'état civil d'Harold, c'est Harold Dean Klaus. Mais son nom d'usage, c'est Dean. Et par erreur, dans mon récit, je l'ai appelé Harold. Donc, très souvent, vous allez me voir passer d'un prénom à un autre. Quoi qu'il en soit, Harold et Tina se sont rencontrés moins de 3 ans avant leur mort. C'était en 1978, alors qu'ils vivaient chacun chez leurs parents à New Beach, en Floride. Tina était alors âgée de 15 ans, quant à Harold, il était âgé de 19 ans. Ils se sont rencontrés car la sœur d'Harold sortait à cette époque avec le frère de Tina. D'ailleurs, les deux finiront par se marier. Bref, cela signifie que les corps de Tina et Harold ont été retrouvés à tout de même plus de 20 heures de route de là où ils habitaient, ce qui explique pourquoi personne ne les a reconnus. C'est l'amour fou entre Harold et Tina et malgré leur jeune âge, ils décident de se marier l'année suivant leur rencontre, le 25 juin 1979 dans le comté de Volusia. Puis ensuite viendra au monde le fruit de cet amour, une adorable petite fille, la petite Holly Marie Klaus, qui voit le jour le 24 janvier 1980. Nous sommes alors 1 an seulement avant la découverte des corps. Mais alors, que s'est-il passé ? Pourquoi s'en être pris à ce couple et aussi et surtout où est le bébé ? Une nouvelle enquête commence alors et elle met en lumière une relation passionnelle et orageuse entre Tina et Harold. Mais tous sont d'avis à dire que les deux s'aimaient et qu'ils étaient de formidables parents. Ils étaient doux, ils étaient attentionnés et n'avaient Dieu que pour la petite Holly. Et si au début ils vivaient avec Sherilyn, la sœur de Tina, eh bien le couple finira par déménager au Texas. Et cette destination n'a pas été choisie par hasard. À cette époque, la région de Dallas au Texas est en forte croissance. C'est alors le boom de l'immobilier, des projets de construction poussent comme des champignons, et comme Harold est ébéniste de profession, eh bien, il a choisi de se rendre là-bas dans l'espoir de décrocher un poste intéressant. Et en attendant, le couple et leur enfant emménagent chez un cousin à Harold, qui habite justement la région. C'est là un choix très judicieux de la part d'Harold, car fraîchement débarqué, il est rapidement embauché par la société D.R. Horton Home Builders, ce qui permet dans la foulée au couple d'emménager dans leur propre maison. Nous sommes alors à l'été 1980, c'est seulement 6 mois avant la découverte des corps. Ils jettent leur dévolu sur la banlieue de Lewisville, au Texas. Donc tous ces sacrifices n'ont pas été vains, car la petite famille vole enfin de ses propres ailes, le début d'une vie meilleure, et pourtant, leurs jours sont déjà comptés. Et comme souvent dans les affaires de Jane et John Doe, il faut un concours de circonstances pour empêcher les identifications. Et souvent la victime n'est pas identifiée car elle a coupé tout contact avec sa famille. Or, on sait que dans cette affaire, Tina et Harold écrivaient régulièrement à leurs proches. Et c'est vers fin octobre, soit quelques mois après leur déménagement au Texas, que Harold Dean et Tina ont coupé tout contact avec leur famille. Les familles n'ont plus reçu aucune lettre. Et d'ailleurs, la toute dernière fois où le couple sera aperçu, c'est à Lewisville, au Texas. Ils étaient alors en compagnie de leur bébé. Et il n'y a que peu de place au doute. On pense que s'ils n'ont plus écrit à leurs proches, c'est qu'ils étaient déjà morts. Et que c'est là la raison de leur silence. Encore une fois, impossible de savoir quand le couple est mort exactement, si ce n'est qu'on sait que c'est justement entre fin octobre et début janvier 81, et donc fin octobre, c'est précisément à ce moment qu'ils ont arrêté d'écrire à leur famille, alors que très souvent ils envoyaient par exemple des photos de la petite. Donc on pense qu'ils sont morts fin octobre, ou pas, encore une fois. Ce ne sont que des suppositions. Et il est utile de préciser que dans les années 60, 70 et 80, les gens jouissaient d'une certaine liberté, ils étaient beaucoup plus nomades qu'aujourd'hui. On faisait de l'autostop sans crainte à cette période, on pouvait aller d'un bout à l'autre du pays, quoi de plus normal. Alors que le couple ne donne aucune nouvelle courant octobre, n'a pas grandement inquiété les proches. Du moins au début, mais tout de même, après plusieurs mois, courant 1981, la mère d'Harold, Donna Casasanta, s'en va au commissariat déclarer la disparition de son fils. Elle sent que quelque chose cloche.
La pauvre ne sait pas que son fils est déjà mort à ce moment-là, et elle va raconter quelque chose d'étonnant aux policiers, justement, en 1981. Elle leur a expliqué avoir reçu l'appel d'un homme qui ne s'est jamais identifié. On sait rétrospectivement qu'il a appelé quelques mois après la mort du couple. Il a dit à Donna être en possession de la voiture d'Harold, et il a dit accepter de la lui rendre en échange de 1 000 $. Donna a accepté. Un rendez-vous a été fixé le soir même. Donna se rend à ce rendez-vous, et sur place, il n'y a pas d'homme. Sur place, il y a 3 femmes. Toutes les 3 étaient vêtues de la même robe blanche, et l'une d'elles a dit s'appeler Sœur Suzanne, et elle a expliqué à Donna qu'Harold et Tina avaient rejoint une secte, et que de ce fait, ils s'étaient engagés à renoncer à leur possession matérielle, dont leur voiture, et elle précise aussi que le couple souhaite couper les ponts avec leurs proches. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec leur passé, ni avec leur famille. Ce que Donna avait trouvé bizarre. Son fils a toujours été très indépendant. Mais il lui donnait toujours des nouvelles. Ce n'était pas son style que de partir sans dire où il allait. Et sans le savoir, Donna a porté un coup dur à l'enquête sur la disparition de son fils, car en entendant ça, les enquêteurs ont pris ces informations pour argent comptant. Persuadés que la petite famille avait rejoint une secte volontairement, les policiers n'ont plus jamais bougé le petit doigt. Et d'ailleurs, la déposition de l'époque de Donna n'a jamais été retrouvée nulle part. Les policiers avaient-ils seulement pris la peine de noter ces informations capitales quelque part à l'époque? Allez savoir, en tout cas, nous ne pensons pas parce que nous n'avons trouvé aucune trace. Quant à la famille de Tina, d'après ce que j'ai lu, ils ont essayé d'aller au commissariat pour déclarer la disparition, ils l'ont fait, mais comme rien ne se passait, aucune enquête, là aussi les enquêteurs croyaient bien qu'elle avait pris volontairement la poudre d'escampette, eh bien ils se sont tournés vers une association, je crois que c'est l'Armée du Salut, le Secours Populaire, l'une des deux, je ne sais plus, pour leur demander de l'aide, parce que cet organisme, à but non lucratif, avait un service où ils aidaient les personnes à retrouver des proches disparus dans le cas où la police ne faisait rien. Donc les 2 familles ne sont pas restées inactives, sachez-le. Les seuls qui sont restés inactifs, ce sont les policiers. Donc en 1981, les autorités américaines étaient sans le savoir en présence de plusieurs affaires. D'une part, les homicides au Texas, et d'une autre part, les disparitions en Floride, sans pour autant qu'ils ne s'aperçoivent que ces affaires sont liées entre elles. Elles vont donc être traitées de manière distincte par 2 commissariats distincts dans 2 États distincts. Pour vous donner une idée, le territoire français est 18 fois plus petit que celui des États-Unis. Alors disparaître et être retrouvé à l'autre bout du pays, aux États-Unis, ce serait comme disparaître en France et être retrouvé en Pologne. Imaginez la distance. En plus, dans les années 80, les États-Unis ne disposaient pas d'un fichier centralisé efficace, que ce soit des personnes disparues, des Jane et John Doe, etc. Tout ça n'existait pas. Les États ne communiquaient pas entre eux, mais si la disparition d'Haroldine avait été prise au sérieux à cette époque, et idem pour celle de Tina, peut-être que les identités des Harris County Doe auraient pu être retrouvées beaucoup plus rapidement, peut-être même la même année que la découverte de leur corps, qui sait. C'est donc un sacré rebondissement que d'apprendre tout ça en 2011, car on se rend compte qu'en plus d'avoir un ou plusieurs meurtriers dans la nature, il y a aussi un bébé dans la nature. Au mieux, elle est toujours en vie quelque part. Au pire, elle n'est plus de ce monde. C'est un coup de massue pour les familles. La mère d'Harold a longtemps espéré que son fils soit toujours en vie, quelque part heureux avec sa famille. Et là, elle découvre tout l'inverse, tout comme la famille de Tina. Et les proches décideront d'ailleurs de laisser Tina et Harold enterrer ensemble. Ils ne veulent pas séparer les amoureux, même dans la mort. Et forcément, tous les yeux sont rivés sur ce petit bout de chou. Mais où est-elle passée? Qu'est-ce que les bourreaux de ses parents ont bien pu faire d'elle? C'est une autre enquête qui commence alors. On sait que la petite Holly, au moment de sa disparition, commençait tout juste à marcher, et si elle est toujours en vie, elle serait désormais âgée, en 2011, d'une toute petite trentaine d'années. Et forcément, les enquêteurs se sont demandé si, justement, le couple n'avait pas été tué pour que le ou les coupables puissent s'emparer de leur bébé. Peut-être est-ce un couple stérile, désireux d'avoir un enfant qui s'en sont pris à eux, ou bien peut-être que l'enfant
et à ce moment c'est le plus probable pour les enquêteurs, eh bien peut-être que l'enfant a aussi été éliminé, en même temps que ses parents, et que sa dépouille, elle, aurait été soit jetée ailleurs, soit avec ses parents, mais emportée par un animal sauvage, vu la petitesse du corps. Et cette découverte, elle est si improbable que rapidement elle fait le tour de la toile et des médias. Le projet Espoir pour Holly voit alors le jour. Subventionné par la famille Klaus et la généalogiste Alison Peacock au travers de son organisation caritative. Il y a toujours des financements derrière. Donc il y a toujours de la solidarité derrière. On découvre rapidement que la dernière fois qu'Holly a été aperçue en vie, c'était peu de temps avant la disparition de ses parents, comme je vous le disais, à Lewisville, qui n'est autre que la ville où la petite famille s'était établie, donc rien d'étonnant jusque-là. Puis après, on perd la trace de l'enfant, plus personne ne l'a ni vu ni entendu. La seule chose que les enquêteurs peuvent faire à ce moment, c'est dresser un portrait robot de ce à quoi Holly pourrait ressembler à la trentaine. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur et bientôt ce sont des dizaines de femmes à travers le pays qui vont se manifester et qui pensent sincèrement être la petite Holly, des orphelines ou des femmes ayant été adoptées, dont le visu pourrait également correspondre et qui ont espoir de peut-être un jour en découvrir plus sur leurs origines. Et ça, c'est déjà un début de piste. Alison Peacock va dans le doute procéder à des tests ADN sur ces femmes, mais il apparaît qu'aucune d'elles n'est génétiquement liée à Tina ou Harold. Retour, encore une fois, à la case départ pour tout le monde, et changement de stratégie, Alison va cette fois demander à plusieurs membres des familles des disparus de donner leurs ADN. À des cousins, à des neveux, des frères, des sœurs, peu importe. L'idée est d'avoir le plus d'informations génétiques possibles sur Holly Marie. Mais ce n'est pas ça qui va marcher dans le cas de Holly, pas du tout. Dans cette affaire, comme les policiers et Alison avaient un doute sur l'orthographe du prénom, à savoir si c'est Holly IE à la fin ou Holly avec un Y, les membres de la famille disaient tantôt l'un, tantôt l'autre, eh bien ils ont demandé son extrait de naissance au département d'actes d'état civil de Floride, pour avoir les idées claires. Extrait de naissance qui bizarrement leur a été refusé à plusieurs reprises, sans que les enquêteurs ni la généalogiste, pourtant habitués à ce genre de procédure assez simple, sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Et c'est suite à un recours qu'ils ont découvert que c'est parce qu'un dossier d'adoption était scellé à son dossier de naissance que son extrait de naissance n'était pas consultable. Et justement, de par le caractère confidentiel de l'adoption, il faut un recours bien particulier pour y avoir accès. Et ça, les policiers ne l'ont appris que lorsqu'ils y ont eu enfin accès. Ce qui, soit dit en passant, leur a demandé un travail énorme. C'était énormément de délais et de paperasse administrative, malgré l'enquête en cours. Comme monsieur et madame tout le monde, ils ont eu des délais pourtant. Il y a un procureur qui s'occupait de ça, il y a des policiers, il y a une généalogiste, mais peu importe. La loi est la même pour tout le monde. Alison Peacock a déclaré « Même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions jamais pu imaginer que le certificat de naissance d'Holly était rattaché à une adoption légale. Donc, ce qui nous a permis de la retrouver, c'est cette quête de l'orthographe correcte de son prénom, preuve qu'il faut toujours être pointilleux avec les détails. » Fin de citation. Une fois le dossier enfin consultable, les enquêteurs ont pu obtenir l'identité des parents adoptifs d'Holly, ainsi que sa nouvelle identité. Et rapidement, les enquêteurs découvrent, grâce aux parents adoptifs d'Holly, que cette fameuse Holly est toujours belle et bien vivante. Et la date, sachez-le pour la petite histoire de la découverte de son identité, c'est la date d'anniversaire de son père biologique, Harold. Vous voyez un petit peu le hasard des choses. Nous sommes alors 6 mois après la révélation dans la presse de la découverte des identités des Harris County Doe, donc les choses vont assez vite. Il apparaît que cette Holly n'avait strictement aucune idée quant à son passé, elle ne sait rien du meurtre de ses parents biologiques, elle ne se souvenait pas de ses parents également. Ce que les enquêteurs découvrent, c'est que peu de temps après les meurtres, Holly s'est retrouvée entre les mains de 2 femmes qui se sont identifiées comme, je cite, membres d'un groupe religieux nomade. Et elles ont laissé Holly, alors âgée de 1 an, dans une église en Arizona. Et on ne sait toujours pas, à ce jour, qui sont ces 2 femmes, et on ne connaît pas leur implication dans cette affaire. Il est probable que le ou les bourreaux
et fait le choix de certes se débarrasser des parents, sans pour autant s'attaquer à leur enfant. Ils ont ainsi fait le choix d'épargner le bébé. Et peut-être que ces deux femmes sont liées à celle qu'a rencontrée Debbie pour récupérer la voiture de son fils. Peut-être même que c'est deux d'entre elles. Qui sait? En tout cas, ces deux femmes ont confié le bébé à une église. On découvre qu'Holly Marie a connu une enfance heureuse auprès de ses parents adoptifs qu'elle considère comme tout simplement ses parents, qu'elle s'est mariée à la vingtaine, elle est d'ailleurs toujours mariée et heureuse en ménage, elle a eu 5 enfants, et elle est grand-mère de 2 petits-enfants. Et vous n'en saurez pas beaucoup plus sur elle. Les enquêteurs veulent ainsi protéger la vie privée d'Holly, cette affaire a été extrêmement médiatisée, et aussi et surtout parce que l'enquête sur ses parents est toujours en cours. Nombre d'informations n'ont d'ailleurs pas été révélées dans la presse, et voilà donc ce que l'on sait. Et si vous constatez des zones d'ombre dans mon récit, qu'il y a des questions qui restent sans réponse, c'est normal, puisqu'on ne sait pas tout, secret de l'enquête oblige. Si on ne connaît pas les détails, on sait donc qu'Holly a été adoptée bébé, adoptée par ses parents adoptifs dans le cadre d'une procédure, tout ce qu'il y a de plus légal. Les détails n'ont pas été révélés dans la presse, je ne peux pas vous dire si les 2 femmes qui ont déposé l'enfant auprès de l'église ont donné l'identité exacte d'Holly, ou si elle a été présentée comme un bébé non identifié, dont les parents ne voudraient plus. Mais la dernière hypothèse semble peu probable, car souvenez-vous, le dossier d'adoption a bien été fait sous l'état civil d'origine d'Holly. Donc au moment de l'adoption d'Holly à 1 an, on savait qui elle était. Alors, quid de la prise de risque? Donc c'est assez risqué de donner l'état civil de cet enfant, pour ceux qui sont responsables. Peut-être que c'était là la seule solution pour pouvoir mettre l'enfant à adopter, qui sait. Et aussi et surtout, comment un bébé a-t-il pu être adopté sans que les parents n'aient été consultés ni même localisés? Alors sans doute que, comme ils étaient déjà morts, on ne pouvait pas donc les localiser, sans doute que les autorités ont là aussi pris pour argent comptant la version de ces 2 femmes. Un couple qui rejoint une secte et qui ne voudrait plus s'occuper de leurs enfants, c'est triste mais ça se tient après tout. Et mieux vaut, il est vrai, savoir un enfant ailleurs que dans une secte. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les parents adoptifs n'avaient aucune idée du background de ce bébé. Bébé qu'ils vont accueillir et chérir d'ailleurs comme il se doit au sein de leur foyer. Donc quelle ne fut pas la surprise forcément pour Holly d'apprendre tout ça, elle se faisait une hâte d'échanger avec sa famille biologique. Et c'est tout d'abord via webcam qu'Holly fera ses premiers échanges avec eux, avant que ne lui soit offert un billet pour qu'elle aille directement à leur rencontre en Floride. Et les retrouvailles ont été émouvantes, bien sûr. Holly a pu en savoir plus sur qui étaient ses parents, elle a ainsi découvert à quel point elle était aimée, à quel point ils se sont donné du mal pour lui offrir une vie meilleure, un bon foyer, et à quel point elle manquait à sa famille. Mais le mystère demeure. Qui a fait ça et pourquoi? Et comment le bébé s'est-il retrouvé à vivre dans un groupe religieux nomade? Le projet Espoir pour Holly change alors de nom, il devient le projet Harold, Dean et Tina Klaus. Une campagne de GoFundMe a alors été ouverte pour rassembler des fonds afin de tenter l'impossible, résoudre l'affaire. Et cette affaire a connu un tel engouement, comme je vous le disais, qu'elle a au moins le mérite d'entraîner des appels. Et les premières pistes sont alors étudiées. La première piste, forcément, c'est d'identifier ce groupe religieux qui s'apparente d'après les policiers à une secte. Leurs recherches sont gardées confidentielles, encore une fois pour les besoins de l'enquête, mais pour mieux comprendre les choses, il faut remonter à la fin des années 60, début des années 70, pour le contexte. À cette époque, le mouvement Jesus voit le jour. Le mouvement est décrit comme une sorte de sous-culture chrétienne, sous fond de mouvement hippie et de retour aux sources, à savoir la nature, l'idée du mieux vivre ensemble, dans l'amour de Dieu, en respectant la nature, en respectant son prochain, bref, toujours pareil, les sectes sur le papier, c'est une superbe idée, mais progressivement, ces sociétés vont être montrées du doigt, certaines ont un fonctionnement justement comparable à celui de sectes, on constate que les membres sont isolés, l'application de la religion est très stricte, chacun est épié par ses pairs et dénoncé au besoin. Bref, avec le temps, nombre d'Américains vont commencer à appeler ce mouvement Jesus le mouvement Freak Jesus. À savoir, freak, ça signifie monstre, donc les monstres de Jésus, en quelque sorte. Donc c'est extrêmement péjoratif. Mais ce mot
sera finalement repris par les adeptes eux-mêmes, comme une sorte de contre-pied. Et donc tout un tas de groupes, pour certains nomades, vont se former à travers le pays dans les années 60-70, et c'est vers les années 90 que le mouvement va commencer à s'essouffler, notamment à cause de ces dérives sectaires qui vont de plus en plus être constatées. Donc, on sait qu'Holly s'est retrouvé entre les mains d'un de ces groupes. Or, il faut savoir que les proches d'Harold vont informer les enquêteurs que durant son adolescence, il lui arrivait périodiquement d'être impliqué dans ce genre de groupe religieux. Il était souvent en interaction avec un groupe qui s'appelle The Brethren ou encore les Jesus People. C'était deux groupes qui récupéraient entre autres des hippies égarés, à la fois pleins de bons sentiments et d'espoir quant à l'avenir. Et c'est en rencontrant Tina qu'il s'était éloigné définitivement de ces groupes. Donc il les côtoyait, il ne les a jamais intégrés, mais il était souvent en interaction avec des membres, qui devaient probablement être ses amis. Alors, les anciennes fréquentations d'Harold seraient-elles responsables de sa mort? Ou a-t-il au Texas fait la rencontre d'autres membres d'autres groupes religieux? Qui sait? Soit il a renoué avec d'anciens, soit il en a connu des nouveaux. Ou peut-être même pas du tout. Peut-être qu'il s'est fait piéger par les membres de l'une de ces communautés, sans qu'il n'ait aucun rapport avec, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est des membres d'une communauté religieuse qui sont réellement responsables de la mort de Tina et Harold. Bref, vous l'aurez compris, à ce jour, le ou les responsables sont toujours dans la nature. Quant au mobile du crime, il garde tout son mystère. Depuis, la mère d'Harold, son petit frère et ses sœurs ont tenu à se rendre sur les lieux de la découverte des corps. Ils ont fait un voyage de tout de même 3 jours dans un camping-car qu'ils avaient loué spécialement pour l'occasion. Donna ayant des problèmes de mobilité, c'était là la seule solution pour elle, du moins la plus pratique. Et la pauvre sur place a beaucoup pleuré, se déplaçant difficilement en canne et en silence d'un bout à l'autre de la parcelle de terrain, comme pour rendre un dernier hommage à son fils aîné qu'elle aimait tant. L'occasion pour elle de faire revivre le souvenir de son fils, un fils haut en couleur, qui avait par exemple un jour, il lui avait demandé de s'occuper de sa plante alors qu'il partait en voyage, et Donna bien évidemment avait accepté, et alors qu'elle célébrait un événement chez elle et qu'elle avait invité des collègues de travail, parmi eux il y avait des policiers, eh bien en arrivant dans son salon, les policiers ont tout de suite reconnu le caractère illégal de cette plante qui trônait fièrement pourtant au milieu du salon. Donc quelle n'a pas été la surprise de Donna de découvrir que en fait son fils lui avait demandé de garder sa Marie-Jeanne. Et elle n'en avait aucune idée. Et heureusement ses amis ne l'ont pas balancée, mais elle était quand même verte de rage. Bref, elle a décrit ce voyage comme doux et amer. Elle s'est posé de nombreuses questions sur place, comme savoir à quoi ressemblait cette région il y a 40 ans, à quoi pensait son fils le jour du drame, était-il déjà mort lorsque ces meurtriers l'ont amené sur ce lopin de terre, tout un tas de questions qui restent malheureusement sans réponse. C'est ce sur quoi les enquêteurs travaillent actuellement d'arrache-pied. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont réussi à remonter jusqu'au fameux groupe religieux nomade, et qu'ils sont actuellement en train de regrouper les identités des membres afin d'étudier leur profil. On sait qu'ils se concentrent également sur les fréquentations adolescentes d'Haroldine. Peut-être que c'est dans son passé, encore une fois, qu'est la clé du mystère, et force est de constater que les enquêteurs ont fait fuiter peu d'informations, l'affaire étant toujours en cours. On ne sait rien de leurs avancées. Ont-ils déjà identifié ces 2 femmes, par exemple? Ce que l'on sait, c'est que le groupe identifié, le groupe nomade, lui est assimilé à une secte par les autorités et que les femmes du groupe ont l'habitude de marcher pieds nus et de porter, devinez quoi, des robes blanches. Et on n'en sait pas plus sur les croyances religieuses de ce groupe nomade, ni même son nom. C'est simplement qu'ils croient en la séparation des sexes, qu'ils ont l'interdiction de consommer de la viande et l'interdiction de porter du cuir. On pense que ce groupe a voyagé dans le sud-ouest des États-Unis au début des années 80. Cela comprend l'Arizona, la Californie et peut-être le Texas. Et à cette période, ils ont aussi été repérés autour de Yuma, justement, en Arizona, quémandant parfois de la nourriture. Ce qui coïncide avec la vente de la voiture d'Harold à sa mère. On sait que des femmes du mouvement ont été interrogées et qu'elles ont déclaré qu'elles avaient laissé un autre bébé auparavant, cette fois dans une laverie automatique. On pense donc qu'ils n'hésitaient pas à laisser des enfants dans des lieux publics pour qu'ils soient pris en charge par l'État pour X ou Y raison. En tout cas, concernant ce bébé dans cette laverie, on n'en sait pas plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, au début, j'ai cru que c'était peut-être une triste histoire d'autostop, mais Harold était véhiculé, la famille avait une voiture, donc a priori non. Je sais qu'Harold est intéressé par ses mouvements religieux, alors peut-être qu'il s'est rapproché d'un autre mouvement. Moi, je pense que c'est lié à ses anciennes fréquentations. Après, j'en sais rien. Et je suis pas très douée pour la déduction. Voilà, j'ai pas l'âme du détective, donc pour tous ceux qui ont une âme un peu de détective, n'hésitez pas à nous donner vos hypothèses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.